Donc j'ai le plaisir de passer la parole donc, au docteur Mathieu Langlois, qui va nous faire partager son expérience qu'il partage déjà avec la Société française de médecine de catastrophe. Il s'occupe particulièrement du comité jeune. Et donc son thème, c'est communication en temps de crise, adaptation aux contraintes. Tu as déjà du mal avec le titre? C'est bon signe. D'ailleurs, je ne sais pas qui m'a demandé de traiter ce sujet, parce que je ne suis pas un communicant. Je suis, comme vous tous, un soignant. Alors, j'ai une idée. Mon professeur de communication est d'ailleurs dans la salle. Il est là-bas, Didier, merci. Donc, je suis un petit peu embêté parce qu'en 20 minutes, parler de communication en temps de crise, je ne suis pas du tout un théoricien en plus. Et quand j'ai préparé ce sujet hier soir, merci Catherine, je me suis dit, en fait, finalement, bon, il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais nous tous, on le vit au quotidien. Et j'ai essayé, c'est ce que je vais partager avec vous, de réfléchir sur ce qu'était la communication, et particulièrement en temps de crise, quelles étaient ses forces et ses faiblesses. Alors déjà, lisez pas les textes, hein, parce que d'habitude, je fais des PowerPoint où je mets que des photos de vacances. Et Catherine m'a interdit de faire ça. Elle m'a dit, il faut mettre du texte, mais le lisez pas, juste, c'est pour moi m'aider à la réflexion. Déjà, donc, la communication, ben, c'est notre métier au quotidien, c'est ce qui, dans le cadre de l'urgence, que ce soit en SMUR, que ce soit aux urgences, au bloc opératoire, et dans toutes nos activités, c'est ce qui nous permet de travailler en groupe, de mettre en place une organisation, de se coordonner, c'est tout ce que j'ai mis. C'est évidemment le lien utile entre nous, donc entre toutes les ressources humaines, hein, c'est le management passe par la communication. Et puis dans notre métier, évidemment, on est là pour d'abord anticiper tout un tas de risques et éviter des erreurs. Et cette communication au quotidien, dans le cadre de l'urgence, c'est ce qui nous sert. C'est un peu ce que j'ai mis sur cette photo. Et là, c'est déjà une première réflexion que je me pose, c'est que souvent, les intentions sont bonnes, mais si on va jusqu'au bout, qu'est-ce que l'équipe a compris de l'intention? Donc ça, c'est perception. Ensuite, la compréhension. Est-ce qu'elle a adhéré? Parce que c'est bien d'avoir une bonne idée, mais s'il n'y a aucune adhésion, eh ben, ça fera un gros flop. Alors c'est déjà vrai dans le cadre de notre activité quotidienne, mais en cas de crise, ça va être dramatique. Et puis, est-ce qu'on est capable, tous ensemble, de corriger, alors, dans le temps de l'urgence, mais évidemment aussi, ça va pour l'après-crise. Et donc, peut-être, quand je me posais la question de la communication, je suis pas, encore une fois, je suis pas un modèle, mais c'est vrai que souvent, si on débriefe après, il y avait probablement plein de bonnes intentions et qu'elles n'ont pas forcément toutes été bien comprises, tout était exécuté, il n'y a peut-être pas eu forcément l'adhésion et qu'il y a souvent beaucoup de ressentis, voire des erreurs qui émanent de cette grosse différence entre l'intention et la perception. Et puis malheureusement, ben, en temps de crise, ou en temps de situation sanitaire exceptionnelle, eh ben, cette communication qu'on connaît, qu'on maîtrise plus ou moins bien, elle va se complexifier. Et j'ai mis cette phrase, cette photo. Alors Patrick Lagadec dit que c'est moi qui l'ai écrit, et moi je dis que c'est lui. Donc je vais rester sur cette version-là. Mais elle me parle bien, et je pense qu'elle va vous parler à tous, des règles, des process, des outils pour nous aider à communiquer, pour nous aider à décider. Vous en connaissez plein. Je ne les remets pas en question, mais je suis certain, moi en tout cas, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, j'étais de garde, une césarienne qui se passait très très mal. Quand on m'appelle, je peux vous garantir, pourtant les process, les plans, tout ça existe. On a fait de la simulation, on a fait tout un tas de choses. Et ben, je me souviens que d'une chose, c'est des visages.
des visages qui révèlent la difficulté de la situation. Et évidemment que la communication va être corrélée à ces visages, mais c'est la réalité de ces situations qui sont dites critiques ou exceptionnelles. C'est bien d'avoir s'être préparé, c'est bien d'avoir des plans. La réalité, on sait tous qu'elle est franchement un petit peu différente. Pourquoi elle se complique? Parce que tout va plus vite, le temps s'accélère, la charge à la fois informative elle explose. On n'a pas cette capacité, même malgré tous les outils, à pouvoir forcément tout traiter en temps réel. L'impact émotionnel, elle est évidemment... Là, il ne faut pas se mentir. Salut François, je ne t'avais pas vu. L'impact émotionnel, elle est aussi majeure. Et puis, on est limité. Quoi qu'on ait prévu, et moi je l'ai vécu, on l'a tous vécu, on peut avoir les meilleurs systèmes de communication, la meilleure organisation possible. Tout ça, il faut mieux se mettre en tête que ça va voler dans un premier temps. Et tiendra et on va retomber un peu sur du rustique ou du rudimentaire. Parce que moi, c'est ce que j'ai appris des crises. Et puis, on sera dans le brouillard complet, il n'y aura plus aucune référence. Or, c'est vital, c'est-à-dire qu'en situation de crise, dans toutes les catastrophes que vous avez vécues ici, que beaucoup d'entre nous on a vécu, on sait à quel point la communication, déjà en temps réel, et puis alors si on parle de l'après, c'est-à-dire de l'analyse post-crise des rétex, pour parler de ça, si on avait pu avoir une traçabilité des communications, ça nous aiderait à être au moins honnête. Ce serait déjà pas mal. Ce que j'ai mis en bas, c'est l'après-crise. Donc pourquoi la communication est vitale? Limiter déjà l'effet de la crise. Et c'est encore une fois, souvent, on s'invente. Moi, je dis toujours la crise, il y a les stresseurs ou l'agression qui arrive de l'extérieur, pour lequel on ne peut pas tout. Mais si on est honnête, on a souvent l'humain, les capacités de la majorer, cette crise, par nos mauvais comportements, notre mauvaise adaptation. Et la communication est un facteur très révélateur. Vous mettez dans un PC ou dans une cellule de crise, si c'est réellement une crise, vous allez vite... Vous déclenchez le chrono et vous allez voir au bout de combien de temps ça commence à se durcir. C'est ce qui nous permet, évidemment, si on est bon et si on l'a anticipé, d'imposer un commandement et un leadership. Je rajouterai le mot bienveillant, c'est à la mode. Et puis, évidemment, limiter au maximum les risques d'erreur. Les forces qu'il faut absolument donc mettre en place si on veut une communication maîtrisée pour la crise, c'est vraiment essayer de renforcer toute la communication qui va permettre de faire un lien entre la vision et l'exécution opérationnelle. Et vous savez, on parle souvent des 3 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau stratégique, un niveau tactique, un niveau opérationnel. Et que la communication, c'est vraiment le moyen de lier les 3. Et plus on est face à une situation de SSE ou de crise, plus ce lien se distend. Or, je pense que c'est essentiel. Ça dépend où vous vous placez, mais la crise Covid, c'est un bon révélateur, on l'a tous vécu. Il y avait malheureusement une incompréhension totale entre les décideurs stratégiques et les exécutants que nous étions. Alors il y en a certains d'entre vous qui se baladaient entre le tactique et l'opérationnel, mais je pense qu'on aurait gagné à clarifier les canaux de communication entre ces 3 niveaux-là. Évidemment qu'il va falloir avoir des circuits de communication qui permettent d'aller beaucoup plus vite. On va avoir une somme d'informations qui va devenir probablement presque intraitable. Et donc, il faut trouver le moyen de nous aider à gérer ça.
et à pouvoir accélérer en particulier un circuit court dans la décision. Le climat de travail, la communication va être essentielle. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le bon nombre, comment on organise bien une cellule de crise, un poste de commandement. Vous avez sûrement des idées. Moi, je sais que... alors, c'est Clémenceau qui disait une bonne décision se prend un nombre impair, jamais plus de 2. Là, il exagérait un petit peu parce qu'une cellule de crise à 2, à 1, ça ne marche pas. Mais à 15 ou 20, comme j'ai vu souvent, c'est le pire. Donc, vaut mieux 1 que 20 avec tout le bruit qu'on va pouvoir voir apparaître. Je vais aller direct sur le dernier point, parce que comme j'ai écrit, je vais lire ce que j'ai écrit, mais la FFR, pardon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce que Patrick Lagadec appelle la force de réflexion rapide, qui est, alors c'est pas de la communication, mais pas loin, c'est associé à l'organisation d'une équipe qui doit gérer des crises, quelque chose qui va nous permettre justement de prendre un peu de hauteur et de limiter. On a parlé des biais cognitifs, on a parlé plein de choses. C'est probablement quelque chose à travailler pour non pas forcément nous aider à communiquer, mais en tout cas nous aider à analyser correctement sans tomber dans l'effet tunnel. Les outils, d'abord je ne suis pas un communicant, je ne suis pas un spécialiste des réseaux, je suis plus habitué à l'humain et en particulier à l'humain quand ça commence à merder grave. Donc oui, il faut des plans, oui, il faut des process, les canaux, tout ça. Bon, vous connaissez ça aussi bien que moi. Évidemment, pour avoir vécu plein de cellules de crise, c'est compliqué. C'est compliqué de garantir une clarté dans la communication, à la fois montante et descendante. On a tout le temps tendance à faire des nœuds, des doublons, ce qui va parasiter complètement la communication. Donc, trouver des outils pour à la fois planifier ça, mais aussi arriver à l'imposer pendant la crise, ce qui est encore plus dur. Je ne vous parle pas de l'intérêt des mains courantes, mais ça, vous connaissez. C'est-à-dire que moi, toutes les crises que j'ai connues, heureusement qu'il y avait une main courante, déjà pendant, pour nous aider un petit peu à surnager sur les informations qu'on recevait, mais aussi pour après, pour analyser, pour pouvoir faire en effet ce qui a été dit sur le rétexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit améliorer de la crise qu'on vient de gérer. Ça, si vous n'avez pas la main courante, vous n'y arriverez jamais. Et puis, des points de situation réguliers qui sont le moment pour justement, en équipe, en communiquant, en se comprenant, en écoutant nos émotions, arriver à partager. Le point de situation, c'est du partage de l'analyse, partage de nos émotions, partage de nos objectifs et partage de nos décisions, et partage évidemment de nos corrections. Il y a des outils comme toutes les méthodes de raisonnement tactique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça par cœur, qui ont largement montré leur efficacité et qui vont favoriser une bonne communication. Les CRM, vous en avez parlé, je crois, qui, là aussi, demandent à être adaptés, qui sont des moyens d'éviter des erreurs humaines, mais évidemment en intégrant la communication, peut-être fait même des CRM propres à la communication. Alors là, je vais en plein délire sur ce que je ne maîtrise pas. L'IA, évidemment, peut être une aide sur la communication. Je ne sais pas comment, parce que j'y connais rien. On avait fait avec la SFMC un colloque sur l'IA et la catastrophe. Bon, très bien, mais on était tous d'accord pour dire qu'il y a probablement des travaux à mener, mais en attendant, c'est quand même des équipes, des humains et des hommes qui vont gérer. On est face à quand même des situations où le cadre s'est très légèrement abîmé, voire a explosé, et on peut mettre tous les outils qu'on veut. C'est l'humain qui est au cœur du système. Je vais passer sur tous les outils que actuellement on voit en cours de développement, les réseaux de nouvelle génération, la géolocalisation en temps réel. Évidemment que pour l'avoir
j'ai travaillé dans mon ancienne activité sur ce genre d'outils. Après, la réalité du terrain, si on parle des attentats, par exemple, de Paris ou si, ceux de Nice, prenez tous les outils que vous voulez. Voilà, on s'est compris, François. Après, il y a peut-être un truc qu'on oublie, c'est que peut-être ces outils permettront de mettre un peu plus de discipline. Et ça, j'y crois un peu plus. Ils ne vont pas nous aider à être plus intelligents, à mieux communiquer. Ils vont peut-être nous aider à détruire les nuisibles. Et Dieu sait s'ils ont un impact fort dans la communication, que ce soit dans une équipe SMUR, que ce soit dans une cellule de crise, quelle que soit l'échelle et le niveau de commandement où on se trouve. Ça, c'était un exemple dans les outils où on avait intégré évidemment les réseaux de communication quand on avait travaillé sur le directeur médical de crise en 2017 avec à la Pitié-Salpêtrière. Voilà des schémas sur lesquels on était parti. Après, est-ce que les outils vont suffire? C'est un peu, j'ai répondu tout à l'heure. Il va falloir travailler sur l'humain. Là, j'ai pas la solution. Je sais juste que avec qui j'ai envie de partir dans une cellule de crise ou dans une équipe de SMUR, entre celui du haut ou celui du bas, je pense que vous avez déjà la réponse. Ce que je vous invite, en tout cas, c'est à travailler pour pouvoir bosser avec les deux, parce qu'on ne peut malheureusement pas décider avec qui on part. Donc, savoir communiquer avec Maître Jedi, c'est facile, c'est lui qui va même vous l'apprendre. Savoir communiquer avec celui d'en bas, c'est plus compliqué, mais c'est indispensable parce que ça peut nous arriver. Et quand vous avez celui-là qui arrive dans une cellule de crise, si vous n'avez pas anticipé dans votre CRM que ça allait être un vrai problème et comment vous allez justement communiquer avec ce genre de personnage, ça risque de complexifier vos plans de communication et vos plans de crise. Il faut peut-être réapprendre à travailler en mode complètement dégradé. Moi, je me souviens que ce soit l'attentat, l'hypercachère, le Bataclan, tous vos plans de crise, là, tous les outils, tous les machins, c'est no way. Alors, je ne sais pas à Nice, la communication, comment ça s'est passé, mais j'ai une petite idée pour en avoir parlé, en tout cas avec les policiers. Il faut donc et dans les formations, et c'est le rôle des CESU, peut-être s'entraîner à travailler vraiment en mode ultra dégradé. Et c'est la feuille blanche, le papier et le one-to-one à la voix. Parce que si on ne sait plus le faire, ou si on ne sait pas le faire, le jour où ça va arriver, et qu'on attend absolument d'avoir tous les outils nécessaires, on risque d'avoir une mauvaise surprise. Ensuite, dernier point, j'ai presque fini, peut-être qu'il faut aussi travailler sur ce que la communication va nous révéler dans notre mauvais management d'une situation critique, dans notre mauvais interopérabilité, que ce soit en interne ou dans une équipe SMUR, avec nos collègues pompiers, voilà. Quels sont les signaux faibles dans la communication qui, parce qu'on est sur une situation un peu exceptionnelle, vont nous alerter, vont nous dire attention, il faut là vite corriger. Et là, c'est ce que le docteur Basquin a dit sur toutes les données de neurosciences qui vont nous permettre, si possible, en équipe de corriger le tir. Alors j'en ai mis quelques-uns. Il y a évidemment dans la qualité de la communication, donc des messages propres, mais aussi regarder je vous invite à regarder, et en particulier le non-verbal des différents acteurs. Je reprends celui de tout à l'heure. Vous aurez, avec ces signaux faibles, peut-être un temps d'avance sur le vrai désordre qui risque d'arriver dans les minutes qui suivent. Comment se préparer? Ça, c'est votre job, pas le mien. C'est cool. Et j'aime bien cette citation de Desproges qui, pour moi, est un ancrage fort, c'est-à-dire qu'on peut faire toute la théorie du monde, même des exercices. Dieu sait si on est dans des métiers où il faut se former, il faut faire de la simulation, faut s'entraîner, mais il faut aussi malheureusement vivre des situations difficiles. Des équipes de SMUR qui n'ont jamais vécu des situations difficiles, il est probable que même s'ils ont bien travaillé, même bien préparé, bien fait toutes les formations qui vont bien,
ça risque d'être compliqué. Voilà. Et malheureusement, c'est vrai pour les pilotes d'avion, c'est vrai pour tout le monde, rien ne remplace le vrai vécu terrain difficile, avec, avec malheureusement des émotions qui vont faire il y a évidemment un éloignement par rapport à tout ce qui a été préparé et anticipé. Et c'est un peu ce que des proches nous partagent. Je finis juste, voilà, c'est de la théorie pure, c'est la règle des 7 C. Alors il y a plein de règles, hein. Les 6 c'est le protocole 6 C, 7 C, 8 C, 12 C. Vous ne les retrouvez plus, moi non plus. Mais en gros, ça dit quoi? Ça dit qu'une communication en crise, pour s'entraîner, il faut qu'elle respecte, elle soit claire, elle soit simple, elle soit... Il y a un C qui manque, donc on peut mettre la règle des 8 C, si vous voulez. C'est lequel? Il y en a plein qui manquent. Mais quand j'ai fait ça, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc con qui manque par rapport à ce que je vis au quotidien, et c'est se connaître soi-même. Et évidemment, connaître son équipe sur le plan personnel, sur le plan émotionnel. Et je pense que ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire que, et c'est la force de gens, des collectifs forts qui travaillent souvent ensemble, c'est qu'ils se connaissent les uns les autres et ils obligent chaque individu à être honnête sur soi-même. Et ça évite probablement beaucoup de mauvaise communication. Donc voilà, c'était le 8e C. Et enfin, en conclusion, j'aime bien cette citation. Bon, ce n'est pas de la communication, mais la communication permet de faire passer nos décisions. Et donc, une demi-décision égale un bordel au carré. Donc, communiquez bien, mais faites-le avec enthousiasme, parce que plus c'est tendu, plus c'est compliqué. Moi, plus je vois des gens me parler brutalement, se prenant au sérieux, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure communication possible. Donc, arrêtons de nous prendre trop au sérieux. Merci beaucoup.